En vue de sensibiliser le plus large public possible aux initiatives togolaises dans le domaine de la préservation de l'environnement et ses impacts sur la santé, l'économie, le social, le développement, etc., le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, organise la caravane sur les bonnes pratiques, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas continuer de faire et ce qui est urgent de faire. Il est important que les populations soient bien sensibilisées sur les défis environnementaux et leurs conséquences pour le quotidien de chacun d'entre nous. Donc la caravane a deux volets, un volet de sensibilisation sur les défis environnementaux et un second volet qui est le volet de la mobilisation pour l'action, parce que c'est une caravane qui doit nous permettre de porter à l'échelle l'adoption de techniques et de solutions et de pratiques qui sont bien favorables à l'environnement et qui sont aussi génératrices d'avantages sur le plan économique. L'idée, c'est d'accélérer le développement de notre pays tout en protégeant le capital naturel pour nous-mêmes maintenant et pour les générations futures. Par souci de sauver certaines espèces menacées de disparition et de pouvoir conserver la diversité biologique du Togo, il existe des parcs zoologiques où se fait l'élevage de la faune sauvage. Dans cette perspective, le parc Sarakawa fut créé. Situé à 450 km de Lomé, le parc s'étend sur plus de 1500 hectares au cœur des collines et montagnes de la région de l'Akara. La végétation faite de graminées, des arbustes, des arbres et surtout des baobabs héberge plusieurs mammifères avec des espèces locales et des espèces exotiques. Nous avons les cobes de buffon, Cobis cob. Nous avons les bifles, Synceris cafer. Nous avons les hippotragues, Hippotragus equinus. Nous avons les waterbuck, cob de fassa. Nous avons des gounous, Gounous chaeti taurinus. Donc à cela s'ajoutent les zèbres, Zebris equus, les céphalophes de Grimm et les bibales majors, Alcelaphis bicellaphis major. La vision, c'est que le parc là puisse servir à repeupler d'autres parcs sur le territoire national, pourquoi pas à l'extérieur du pays. Donc nous allons revenir à cette vision-là en élaborant le plan d'aménagement et de gestion en commençant par délocaliser certaines espèces vers d'autres parcs. Mais nous voulons insister beaucoup plus sur le tourisme local et permettre donc aux jeunes de connaître la diversité faunique de notre pays. Si à Sarakawa, tout est mis en œuvre pour permettre non seulement la reconstitution naturelle, mais aussi l'enrichissement de la diversité faunique, à Makpapé, nous avons visité une forêt naturelle de 200 hectares qui est une propriété privée, enrichie, cultivée et entretenue par un groupe de paysans. Un bel exemple aussi de préservation de l'environnement. Nombreux sont les avantages dont bénéficie le propriétaire de la forêt. Entre-temps, j'ai été décoré. Actuellement, je suis un officier de mérite agricole. Je vis très heureux sous mes arbres ici. Mais dire que je suis tombé malade un jour, peut-être que je ne me rappelle plus. C'est là où je suis arrivé à découvrir que vraiment vivre en campagne, c'est bon pour la santé d'une personne. À la porte du désert, dans la préfecture de Kpenjal, une forêt artificielle retient notre attention au niveau de Borgou. Sous l'ombre des cassia, un homme jovial et accueillant. Il est l'initiateur de cette forêt qu'il entretient de fort belle manière. Il y avait seulement un seul arbre. Alors je me suis dit non, je dois prendre l'initiative de reboiser cette zone-là. Et un matin, obtenir une sorte de micro-forêt qui peut servir non seulement pour la récréation, mais aussi pour une promenade. Ça peut être un lieu de pique-nique. Pour reverdir les espaces qui sont presque déboisés, cela suppose qu'on dispose d'informations scientifiques et techniques minimales sur les essences à planter et les méthodes de réalisation des travaux, à savoir la qualité du sol, la nature des plants, l'équidistance ou la densité des peuplements et les soins culturaux divers. La formation s'articule autour de trois principaux thèmes.
tels que la production et la vulgarisation des plans économiquement rentables et aussi la vulgarisation de l'apiculture au sein des forêts, de la forêt communautaire et aussi des autres forêts environnantes. La mise en valeur des sols durs et latéritiques de Pessaré dans la Bina consiste en leur protection par les cordons pierreux, la lutte contre le lessivage et l'érosion par la culture des plantes de haies. J'ai décidé avec les pépiniéristes de la région de former l'association et de reboiser intensément notre zone pour ramener la couverture végétale qui permettra non seulement de régulariser le climat, mais aussi de réhabiliter nos sols. L'objectif est d'amener chacun à aller chez lui faire une plantation familiale et l'ensemble de ces plantations familiales vont correspondre à l'ensemble de ces maisons que vous voyez partout et ça pourra remplacer les sites naturels qu'on a détruits. La pratique de la culture sur brûlis tue les sols qui s'appauvrissent de leur matière organique et ne donnent plus de bons rendements. Au lieu de brûler la matière végétale que sont les mauvaises herbes, les résidus des récoltes et les feuilles mortes, on les retourne à la terre par le compostage, dans lequel les micro-organismes jouent un rôle important. Avec l'incorporation de la matière morte, nous sommes arrivés à restaurer sur ce site près de 18 hectares de sol cultivable. Et au niveau paysan, nous pouvons dénombrer plus de 50 hectares formellement restaurés à partir des techniques naturelles, à partir de l'incorporation des feuilles mortes. Et le complément, c'est l'injection des déjections animales à partir du compostage. Mieux, le compost est débarrassé des champignons parasites responsables des maladies qui retardent la croissance des plantes. Il est par contre enrichi en champignons saprophytes et symbiotiques qui, dans une synergie d'action, maximisent la croissance de la plante. Le compost ainsi enrichi permet une culture intensive qui donne un rendement élevé sur des espaces réduits, ce qui est une approche de solution à l'insuffisance des terres cultivables. On n'a plus besoin de grands espaces pour produire beaucoup, comme vous le voyez. Avec le compost, les rendements sont élevés, le cycle est court. Et puis surtout, l'économie d'eau. Ceci ne demande pas beaucoup d'eau. Avec un arrosoir, on peut arroser près de 100 plants, ce qui n'est pas le cas pour la culture directement sur le sol. Cette technique de la culture hors sol permet à chaque famille d'entretenir son jardin à domicile, de sorte à profiter au maximum des vertus nutritionnelles et médicinales des plantes à cycle court. Pour des besoins de reboisement et autres pratiques, les jeunes plants sont produits dans une pépinière. Si vous voyez, il y a beaucoup de teck, le kaya et puis des plantes comme le cactus et puis le cassia. C'est parce que la demande est forte là-dedans. Nous, si on les produit aujourd'hui, c'est de pouvoir satisfaire les besoins de la journée de l'arbre et également de certaines institutions qui ne sont pas outillées à produire, n'est-ce pas, des plants et qui n'ont pas aussi des moyens d'en acquérir auprès des privés. La journée de l'arbre a été organisée pour la première fois le 1er juin 1977 au Togo. L'objectif visé par les autorités politiques était d'amener chaque Togolais à participer à l'effort national de reboisement susceptible d'entretenir dans chaque terroir villageois un microclimat favorable aux productions animales et agricoles. Chaque plan porte le nom d'un élève. Un élève, un plan. Donc, on note aussi la plante, la vitalité, si la plante vit, si elle est régulièrement entretenue. C'est Moustapha, ça. Donc, vous voyez, ça c'est un jeune Kaya. Ceux qui nous ont le plus aidés dans ce cadre-là, ils ont des partenaires qui nous ont donné des lampes solaires qui permettent aux élèves d'étudier à la maison. Vous sortez seulement la batterie, vous l'exposez, elle aspire les rayons et pendant la nuit, vous avez votre lumière. L'accès à l'énergie solaire, notamment l'utilisation des lampes solaires, facilite les activités génératrices de revenus, la lutte contre la pauvreté et permet aussi d'éviter les risques d'incendie et autres déconvenues liées aux carburants fossiles. Cette lampe ne va pas
dégager cette chaleur qui perturbe les élèves. Nous savons qu'il y a des cas d'incendie à partir de ces lampillons. Nous savons qu'il y a des inhalations de fumée nocives à la santé. Donc tout ça rend notre produit assez valable pour les zones rurales. Pour lutter contre la coupure anarchique du bois et ralentir la déforestation, des études ont permis de mettre au point des technologies combinant la préservation des ressources forestières et l'amélioration des conditions de vie des populations. Le solaire, il permet la croissance des plantes. C'est la même chose, c'est lui qui nous produit aussi le bois, le biomasse. Et au lieu d'aller au biomasse, on contourne pour utiliser les rayons directement pour faire nos repas. Là, on préserve la forêt qui nous entoure au lieu de faire plusieurs kilomètres pour aller chercher le bois. Lorsque les rayons solaires sont insuffisants et qu'on doit utiliser le bois de chauffe, des équipements tels que les foyers ou fours améliorés permettent de diminuer la consommation du bois et du charbon de bois d'au moins 50% tout en réduisant l'émission de la fumée néfaste à la santé des populations. Avec 100 kg de bois utilisé au niveau de la fabrication, on ne peut qu'enregistrer aux environs de 5 à 10% de charbon. Mais avec cette méthode, on arrive à obtenir jusqu'à 35 à 40, voire 40% de charbon de bois. Tous ces efforts de protection et de restauration des ressources naturelles sont mis à mal par des déchets de tout genre qui polluent les écosystèmes. Les sachets non biodégradables, en particulier les sachets de pure water, salissent les voies publiques, rendent imperméables les sols, les bouches, les caniveaux, entraînant l'inondation en période de pluie. Le gouvernement a pris un décret pour l'interdire. Ce qu'il reste à faire, c'est de mettre en œuvre ce décret-là. C'est d'arriver à influer sur les décideurs, les industriels, à cesser de produire ces sachets-là. La valorisation de ces déchets collectés et récupérés ça et là consiste en leur réutilisation pour fabriquer une gamme de nouveaux produits. En définitive, l'adoption de ces solutions et technologies couplées à l'action du gouvernement sur le terrain sont respectueuses de l'environnement et économiquement rentables à moyen et long terme.